avec le développement d'abord du cautionnement professionnel qui a ceci de particulier qu'il est rémunéré et que bien souvent, c'est ce que je vous expliquais, il est donné par des sociétés de cautionnement mutuel, des sociétés de financement qui peuvent être liées à des établissements de crédit. L'idée étant que l'établissement de crédit accorde un prêt à un sujet de droit et que ce prêt est en réalité garanti ici par une filiale de cet établissement de crédit, une filiale donc spécialisée. Avec cet élément spécifique qu'on n'est plus dans le service d'amis traditionnel qui est inhérent au cautionnement, on est dans un contrat qui est rémunéré, où donc ici la caution va recevoir une contrepartie pécuniaire. Et puis, j'étais en train de vous dire qu'on était parti historiquement de ce cautionnement service d'amis, qu'il y avait aujourd'hui un développement massif du cautionnement professionnel, mais entre les deux, et c'est ceci sur lequel je voudrais revenir, entre le cautionnement service d'amis et le cautionnement professionnel, est apparue une sorte de catégorie intermédiaire. Cette catégorie intermédiaire, c'est le cautionnement qui est dit intéressé, mais qui n'est pas rémunéré. Alors très concrètement, à quoi renvoie-t-on lorsque l'on envisage ce cautionnement intéressé? L'exemple typique est le cautionnement qui est fourni par un dirigeant social de société en garantie du crédit qui est consenti à cette même société. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce cautionnement n'est certainement pas un service d'amis. Mais ce cautionnement n'est pas non plus donné en contrepartie d'une rémunération. C'est un cautionnement intéressé en ceci qu'il est motivé par l'activité professionnelle exercée par la caution. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en pratique ce cautionnement-là qui suscite le plus de contentieux. Il suscite le plus de contentieux, ce n'est pas étonnant parce que c'est celui, sans doute, qui suscite aussi le plus de difficultés. Pourquoi? Parce que on aura l'occasion de le voir à travers différentes facettes de ce cautionnement. La caution intéressée ne s'apparente ni à une caution qui octroie une garantie dans la sphère domestique. La caution intéressée ne s'apparente pas à un consommateur, mais cette caution intéressée n'est pas non plus une caution professionnelle. Et le législateur a souvent du mal à réglementer correctement son sort. Et de ce point de vue, il n'est pas certain que la réforme de 2021 soit parvenue, mais on y reviendra, à trouver un équilibre en la matière. Et malheureusement, mais là encore, on aura l'occasion de discuter de manière plus approfondie, la jurisprudence est très casuistique dans ce domaine. Et notamment, pour vous donner d'ores et déjà une illustration,
elle ne qualifie pas systématiquement cette caution de caution avertie. Elle a tendance à inspecter très scrupuleusement, à scruter donc les qualités professionnelles de cette caution. Et donc, vous pouvez avoir des dirigeants de société qui vont être juridiquement considérés comme des cautions averties, ce qui appelle, vous en doutez, moins de protection. Mais parfois, au regard des capacités de ce dirigeant, de son savoir-faire, on va considérer qu'il s'agit d'une caution profane. Et donc là, on va lui ouvrir soudainement un certain nombre de protections. Et donc la jurisprudence n'a pas toujours de ligne claire dans ce domaine. Alors, vous le voyez et vous ressentez sans doute ces trois cautionnements, le cautionnement, j'allais dire service d'amis, le cautionnement professionnel, le cautionnement intéressé, bref, ces trois types de cautionnement ont chacun leur spécificité. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils obéissent tous à un régime qui est commun, ce que l'on va voir successivement. D'abord en envisageant les caractéristiques essentielles du cautionnement, ce sera l'objet du premier chapitre. Ensuite, nous verrons les règles qui gouvernent la formation du cautionnement. Et enfin, son extension. Donc, trois chapitres. D'abord, les caractéristiques essentielles, chapitre 1. Ensuite, la formation du cautionnement, chapitre 2, et enfin l'extinction du cautionnement, chapitre 2. Chapitre 1, donc, les caractéristiques du cautionnement. Alors, on l'a déjà dit, le propre de la caution est qu'elle s'engage à exécuter un engagement qui n'est pas le sien, et cette spécificité emporte deux conséquences essentielles. La première conséquence a trait à la nature de son engagement. Puisque la caution garantit le paiement de la dette d'une autre personne, à savoir le débiteur principal, eh bien le contenu de son engagement va nécessairement dépendre du contenu de l'engagement de ce débiteur principal. Il va être, par principe, calqué sur l'engagement du débiteur principal. En conséquence, l'on dit traditionnellement que l'engagement de la caution est accessoire de l'engagement du débiteur principal. Première conséquence. Seconde conséquence, elle a trait au fait que cette dette du débiteur principal, et là encore, nous l'avons dit, cette dette du débiteur principal que la caution garantit n'est pas la sienne. Il s'ensuit que la caution n'en assume que temporairement la charge et qu'elle va donc pouvoir ensuite, dans un second temps, exercer des recours contre le débiteur principal.
Nous allons donc voir dans ce chapitre ces deux idées forces en reprenant en détail ces deux conséquences et en étudiant successivement d'abord la nature de l'engagement de la caution, ce sera l'objet de la première section, et ensuite les recours de la caution, ce sera l'objet de la seconde section. La nature de l'engagement de la caution d'abord, dans une première section. Ce que l'on doit remarquer en premier lieu, c'est que l'obtention d'un cautionnement est sans aucun doute un avantage pour le créancier. Pourquoi? Nous le savons, il lui donne un débiteur supplémentaire. Simplement, cet avantage, il est à géométrie variable. Pourquoi? Parce que d'abord, cet avantage est limité par le caractère accessoire du cautionnement que je vous indiquais à l'instant. Cette première limite, qui est la conséquence de ce caractère accessoire, nous allons l'envisager ensemble dans une première sous-section. Ensuite, il faut remarquer que cet avantage peut être plus ou moins important selon que le cautionnement est simple ou qu'il est solidaire. Sous-section 2, étant entendu que sur ce point-là, l'on verra que l'ordonnance de 2021, la réforme de 2021, a apporté un certain nombre de précisions. Enfin, on doit relever que cet avantage peut être également plus ou moins important selon que l'engagement de la caution est ou non lui-même assorti de sûreté. C'est ce que nous verrons dans une troisième section, car simplement pour que ça ne vous paraisse pas trop abstrait, il y a des situations dans lesquelles l'engagement de la caution va lui-même être garanti par l'octroi d'une sûreté réelle. C'est l'hypothèse dans laquelle la caution va contre-garantir son propre engagement de caution, son engagement de payer le créancier, par l'octroi à ce créancier d'une sûreté réelle, par exemple une hypothèque. Ce cas de figure, cette figure juridique-là, nous allons l'envisager dans une troisième section, et nous allons l'envisager d'ailleurs en la distinguant des fameuses sûretés réelles consenties en garantie de la dette d'autrui, dont je vous parlais en introduction. Première sous-section, donc, le caractère accessoire du cautionnement. Ce caractère accessoire du cautionnement, il résulte de la définition même qu'en donne le Code civil. Cela ressort aussi bien de l'article 2288 tel qu'il existe aujourd'hui, mais cela ressort aussi de la version de ce texte issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021. Pourquoi?
parce que, même si la forme n'est pas la même, ces textes expriment le fait que la caution s'engage à payer la dette de qui? La dette du débiteur principal, si celui-ci est défaillant. Par conséquent, l'engagement de la caution est en principe, je dis bien en principe, calqué sur celui du débiteur principal. Il est même subordonné à la dette de ce débiteur. Et on comprend très bien l'idée qu'il y a ici. La caution n'est tenue de payer que si et dans la mesure où le débiteur principal est lui-même tenu de payer. C'est là le principe du caractère accessoire du cautionnement, caractère qui est de l'essence même de ce contrat. Et nous aurons l'occasion d'en reparler, mais ce caractère accessoire permet justement de faire le départ entre le cautionnement et les garanties non accessoires que sont la garantie autonome d'une part et la dette d'intention d'autre part. Quelles sont les conséquences premières de ce caractère accessoire, et donc de l'essence du cautionnement? Si l'on raisonne de manière un peu abstraite, en application de ce principe, la caution devrait pouvoir normalement opposer au créancier qui lui demande le paiement toutes les exceptions que le débiteur principal peut lui opposer. Si je le dis plus concrètement encore, en suivant cette idée, la caution devrait donc pouvoir se prévaloir de tous les événements qui affectent l'engagement du débiteur principal. Autrement dit, la caution pourrait en toute hypothèse opposer au créancier les délais que ce créancier aurait accordés au débiteur principal. De la même manière, si le créancier utilise la technique de la remise de dette, eh bien, cette remise de dette qui est accordée au débiteur devrait aussi profiter à la caution du fait de ce caractère accessoire. Mais, lorsque l'on étudie les dispositions législatives et la jurisprudence, on s'aperçoit très vite que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et le cautionnement, au regard des textes et de la jurisprudence, le cautionnement ne suit pas toujours, loin de là, toutes les évolutions qui affectent l'engagement du débiteur principal. Et donc, on se retrouve face à une casuistique parfois un peu complexe. Il reste à savoir pourquoi est-ce que dans certains cas, le cautionnement, justement, subit
également complexe et il faut bien comprendre que sur ce point, la doctrine a tenté de systématiser les solutions. Systématiser les solutions pour essayer de trouver une cohérence entre les règles, enfin plutôt au sein des règles énoncées par le législateur et des solutions retenues par la jurisprudence. Mais, et je vous l'indique dès à présent, aucune des explications n'est absolument parfaite dans ce domaine, d'où, effectivement, une casuistique qui peut être un peu déconcertante. Ce qu'il faut savoir, et ce qui sera sans doute de nature à vous rassurer, c'est que, de ce point de vue, il y a eu une évolution avec la réforme, justement, de 2021. La réforme de 2021 a essayé de simplifier les choses. Et en réalité, et j'aurai l'occasion de vous le redire, la réforme de 2021 a en quelque sorte accentué le caractère accessoire. Autrement dit, elle conduit à reconnaître que, du moins en droit commun, c'est-à-dire hors le cas des procédures collectives, en droit commun, la très grande majorité des événements qui affectent l'engagement du débiteur principal se répercutent sur l'engagement de la caution. Simplement, même s'il y a là une simplification, vous devez connaître l'étape du droit positif qui existe avant la réforme, puisque, je vous rappelle qu'au regard des dispositions transitoires, les contrats de cautionnement qui ont été conclus avant, ces contrats-là restent soumis au droit antérieur dans toute sa complexité. Alors, pour essayer de vous présenter le plus simplement ce droit antérieur, je vais vous proposer une explication. Alors, je ne suis pas le seul d'ailleurs à appréhender les choses ainsi. Et la présentation que je vais vous faire de ce caractère accessoire consiste à dire qu'il y a un principe de subordination ici du cautionnement. Principe de subordination donc, du cautionnement à la dette principale. C'est ce que l'on envisagera ici dans un premier paragraphe. Et puis, nous verrons dans un second paragraphe les tempéraments à ces subordinations qui s'expliquent, me semble-t-il rationnellement, par un certain nombre d'éléments. Donc vous avez compris, un plan assez classique, le principe de la subordination de l'engagement de la caution, ce sera le premier paragraphe, et les tempéraments et les limites à ce principe, nous les verrons dans un second paragraphe. Ce principe de la subordination de l'engagement de la caution, il est affirmé par 3 articles du Code civil qui ont trait pour 2 d'entre eux à l'existence de la dette du débiteur principal et pour le 3e à son régime. Donc, grand A, l'existence de la dette, grand B, le régime de la dette. Alors, les 2 articles
concerne l'existence de la dette, alors entendez-nous bien, là je vise les articles antérieurs à la réforme de 2021, ce sont les articles 2289 et 2313. L'article 2289, il vous dit que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Sur ce premier article, vous avez une reprise mot à mot par l'article 2293 tel qu'il est issu de la réforme. Premier texte, donc, de ce point de vue-là, il y a simplement un changement de numérotation. Second texte, c'est l'article 2313. L'article 2313, dont l'alinéa premier affirme que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, mais attention, le texte rajoute, et qui sont inhérentes à la dette. Vous voyez que cet article, mais on aura l'occasion d'en reparler, porte en lui sa propre limite, puisqu'on comprend, par une interprétation à contrario, que les exceptions qui ne seront pas inhérentes à la dette ne pourront pas être opposées par la caution. Et de ce point de vue, c'est ce que je vous expliquais à l'instant, la réforme ici du 15 septembre 2021 a modifié cette façon de percevoir les choses, puisque l'article 2298, je vous le dis dès à présent, on y reviendra, affirme de manière beaucoup plus radicale la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur. Et là, il y a une réserve qui est opérée, mais nous y reviendrons, une réserve sur laquelle je reviendrai, qui concerne l'incapacité du débiteur principal. Donc, vous voyez, s'agissant de l'existence de la dette, deux textes, l'article 2289 et l'article 2313 concernant l'un et l'autre les cautionnements qui ont été souscrits avant la réforme. Et donc, si l'on s'en tient à ces deux textes, en l'état, la caution va pouvoir opposer au créancier aussi bien le défaut de validité de l'engagement du débiteur principal, c'est ce que nous verrons dans un petit temps, que l'éventuelle extinction de l'engagement de ce débiteur principal. Défaut de validité, d'abord, de l'engagement du débiteur principal. Si l'on essaie de raisonner d'un point de vue théorique, en réalité, les choses sont assez simples. Le cautionnement n'a pas d'objet, n'a pas de contenu qui répond aujourd'hui. Si l'obligation du débiteur principal n'existe pas. En
principe, donc, la caution peut opposer au créancier la nullité, la résolution ou même la résiliation de l'engagement du débiteur principal. Et la jurisprudence va loin, puisqu'elle admet que si cette nullité, cette résolution ou cette résiliation n'ont pas été encore prononcées, ni même seulement invoquées par le débiteur principal, eh bien la caution peut quand même prendre l'initiative de les invoquer à l'encontre du créancier. Donc, le principe est suivant: gardez à l'esprit que le cautionnement n'a pas d'objet si l'obligation du débiteur principal n'existe pas, d'où un certain nombre de conséquences s'agissant de la nullité, la résolution ou la résiliation de cet engagement. Pour autant, il serait excessif d'affirmer que la caution peut opposer au créancier absolument toutes les exceptions que pourrait lui opposer le débiteur principal. Alors attention, je vous rappelle que nous nous situons dans notre réflexion pour les cautionnements, nous visons les cautionnements régis par les textes antérieurs à la réforme de 2021. Pourquoi est-ce que, si on s'en tient à ces textes, on ne peut pas affirmer, ou c'est excessif d'affirmer que la caution peut opposer absolument toutes les exceptions au débiteur principal, au créancier, pardon, c'est parce qu'on a ce fameux article 2313 du Code civil. Et cet article 2313, il est composé de deux alinéas qui conduisent à distinguer. Selon que les exceptions sont inhérentes à la dette ou selon qu'elles sont purement personnelles au débiteur principal. Je vous lis la disposition, cet article 2313, dans sa version antérieure à la réforme. Voilà ce que l'on dit, ne le prenez pas et écoutez seulement. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Ça, c'est le premier alinéa. Le deuxième alinéa dit, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Alors, vous comprenez bien où gît la difficulté ici. Il faut savoir ce qu'il faut entendre par exception purement personnelle au débiteur principal. Qu'est-ce que recouvre cette notion? L'interprétation de cette notion ne peut être faite que par référence à ce qu'ont voulu les rédacteurs du Code civil. Or, les rédacteurs du Code civil, quand ils ont écrit cet article, ont eu en vue une situation bien précise. Il s'agit de l'hypothèse de la caution qui s'engage en connaissance de cause à garantir la dette d'un incapable. Ce qui est d'ailleurs à nouveau exprimé un peu plus loin, ou plutôt, j'allais dire, un peu moins loin, dans l'article 2289 alinéa 2
texte qui nous dit on peut néanmoins cautionner une obligation encore qu'elle peut être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé. Par exemple, dans le cas de la minorité. Voilà ce que nous dit cet article 2289 alinéa. Donc, il s'agissait, si on adopte une analyse historique des choses, il s'agissait pour les rédacteurs du Code civil de permettre à un mineur ou à l'époque à un interdit, c'est-à-dire à un incapable majeur, de trouver du crédit lorsque son engagement se trouvait en quelque sorte avalisé par un engagement de caution pris par un membre de sa famille. Et bien évidemment, vous comprenez qu'au regard de ce contexte, pour cela, il était nécessaire que le créancier puisse être sûr que, quand bien même il ne parviendrait pas à obtenir un paiement de la part de l'incapable, il pourrait agir efficacement contre sa caution. Autrement dit, pour que ce système fonctionne conformément à la volonté du législateur de 1804, pour que ce système fonctionne, il fallait que la caution ne puisse pas invoquer, pour se défaire de son engagement, l'incapacité du débiteur principal. Et vous voyez que c'est là, historiquement, le sens précis de cette réserve des exceptions purement personnelles au débiteur principal, laquelle, dans l'esprit des rédacteurs du Code civil, n'a jamais concerné que la seule exception d'incapacité. Et finalement, vous voyez, je crois qu'on peut dire que finalement le verre est en fruit en raison de la rédaction du texte et de l'usage de l'adverbe notamment. Parce que, au fond, le législateur de 1804 avait à l'esprit uniquement ce cas particulier de l'incapacité, et en utilisant l'adverbe notamment, il a ouvert la voie à ce qu'on puisse interpréter plus largement cette notion d'exception purement personnelle au débiteur principal. Et justement, ceux qui suivent les TD auront l'occasion de davantage travailler cette question, mais précisément la jurisprudence a intégré dans le giron des exceptions purement personnelles au débiteur principal d'autres hypothèses que celle de l'incapacité. Je prends plusieurs exemples. Alors, s'agissant de la validité même du contrat, il y a un arrêt dont vous parlerez en TD, c'est un arrêt rendu le 8 juin 2007, un arrêt rendu en chambre mixte par la Cour de cassation, et cet arrêt a donné une interprétation extensive de l'article 2313
la nullité dol de l'engagement du débiteur principal au motif qu'il s'agirait d'une exception purement personnelle à ce dernier. Et j'allais dire la difficulté tient à ce que cet arrêt, qui a effectué un revirement de jurisprudence qui, pour beaucoup, était injustifié, cet arrêt a été, j'allais dire, repris par d'autres, et finalement, on a eu une extension du champ des exceptions purement personnelles. Alors, je vous donne pêle-mêle un certain nombre d'exemples. Donc là, il y a ce cas de figure avec le dol. Il y en a eu d'autres, notamment s'agissant de ce qu'on appelle la rupture abusive de crédit. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais s'agissant de la rupture abusive de crédit, la Cour de cassation a considéré d'abord que c'était également une exception purement personnelle, c'était en 2009. Puis ensuite, elle a semblé opérer un autre revirement en 2014 en disant que, en rattachant la rupture abusive de crédit dont était victime le débiteur aux exceptions inhérentes à la dette, elle est venue nous expliquer ensuite que le manquement au devoir de conseil dont pouvait bénéficier le débiteur principal était une exception purement personnelle. Et puis, récemment encore, et là, il y a eu des très fortes critiques qui ont été adressées à la Cour de cassation, elle a considéré que la prescription biennale de l'article L218.2 du Code de la consommation, cette prescription biennale relevait de la catégorie des exceptions purement personnelles au débiteur principal, alors que traditionnellement, l'exception de prescription est une exception inhérente à la dette. Donc vous voyez, il y a une casuistique ici extrêmement gênante et finalement qui est assez attentatoire à la sécurité juridique. D'où, justement, la réforme opérée en 2021 qui appelle justement comment de ne plus distinguer entre les exceptions inhérentes à la dette et personnelles au débiteur principal, tout en maintenant l'exception particulière relative à l'incapacité. Alors, cela étant, si j'en reviens à l'arrêt de 2007 sur le dol, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si dans ce cas de figure, on avait admis donc que la caution pouvait invoquer la nullité, on se serait quand même heurté à, j'allais dire, deux obstacles juridiques. Le premier, c'est que dans cette affaire, il était question d'un dol, et donc d'une nullité qui est
il ne faut pas oublier que, comme on est dans une situation de nullité relative, il est toujours possible que le débiteur confirme son engagement, et cette confirmation pourrait être opposable à la caution. Deuxième remarque à propos de cette nullité qui doit être faite, c'est que si la caution garantit le remboursement d'un prêt et que ce prêt est annulé, le débiteur principal n'est pas pour autant libéré de toute obligation. Attention, là, il y a une subtilité qu'il faut que vous conserviez à l'esprit. Si l'on dit que le prêt est nul, il doit y avoir, vous le savez, un retour au statu quo ante, et donc l'emprunteur doit restituer la somme d'argent qui lui a été prêtée. Or, la jurisprudence décide dans cette hypothèse, et d'une manière constante depuis un arrêt du 17 novembre 1982, que l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable et elle dit bien, la Cour de cassation, que dès lors, le cautionnement, en considération duquel le prêt a été consenti, subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte. La caution doit donc garantir aux créanciers la restitution des sommes prêtées. Alors simplement, juste avant la pause, une remarque. Donc, vous voyez ce que l'on peut dire en résumé. 1. Initialement, les rédacteurs du Code civil envisageaient les exceptions unipersonnelles, les exceptions personnelles, purement personnelles au débiteur principal, au travers du seul prisme de l'incapacité. La jurisprudence étendu cette catégorie des exceptions purement personnelles, notamment avec cet arrêt de 2007 concernant le dol. D'autres arrêts ont suivi, ce qui a créé une insécurité juridique importante. Réaction du législateur, puisque l'ordonnance de 2021 et la réforme ici renverse ces solutions, puisqu'on pourra opposer dorénavant toutes les exceptions que pouvait invoquer le débiteur principal à l'encontre du créancier, sous la seule réserve de l'incapacité. Et simplement pour terminer, une remarque, ce que je vous disais, c'est que cette solution, attention, même si on avait permis dans notre histoire de dol à la caution de solliciter la nullité pour échapper à son engagement, il ne faut pas oublier deux choses. La première, c'est qu'en matière de dol, et plus généralement en matière d'unité relative, le débiteur peut confirmer son engagement, et s'il confirme, cette confirmation est opposable à la caution, première chose. Et deuxième chose, quand bien même la caution aurait obtenu la nullité de l'engagement ici en matière de prêt, la nullité de prêt, elle aurait été tenue de garantir la créance de restituer
c'est mon première année à France, donc ça a été difficile pour moi de prendre toutes les notes pendant ma cours. Pas de problème. Est-ce que je peux avoir une copie Je te les envoie. Tu veux les quoi t'as une adresse email par email? Attends, je vais la noter du coup comme ça. Ce sera plus simple. T'as une adresse de la fac du coup T'as une adresse email de la fac Je veux les connaître. Bien. Alors, On a dormi, on a la nuit de sommeil derrière. donc, avant la pause, nous étions en train de réfléchir ensemble à ce principe de la subordination et l'engagement de la fonction. Et donc, à cette idée de la possibilité pour la fonction de se dégager, de se défaire de son engagement de caution en invoquant le défaut de validité de l'engagement du débiteur principal. Et donc, vous avez expliqué qu'il y avait une jurisprudence, si on s'en tient à cette problématique de validité, assez particulière en matière de dol, ici, avec cet arrêt 2007, une jurisprudence qui a été renversée. Juste peut-être avant de réfléchir à la question de l'extinction de l'engagement du débiteur principal, on peut réfléchir pour savoir dans quelle mesure la caution peut invoquer cette extinction de l'engagement. Je voudrais même faire une remarque toujours sur la validité de l'engagement du débiteur principal pour attirer votre attention sur une chose. Ne confondez pas parce que l'expérience montre que ça peut être le cas. Ces situations où la caution demande pour se défaire de son engagement fait état de la nullité de l'engagement du débiteur principal et qu'on explique au juge donc que le débiteur principal a été victime d'un dol. Et le cas de figure qui est différent et qui concerne toujours la validité, c'est l'hypothèse dans laquelle la caution invoque pour se défaire de son engagement la nullité du contrat principal qui aurait déjà été établi par le juge. Simplement pour que les choses soient claires dans notre esprit, si le débiteur principal était parvenu à faire annuler son engagement au dol, par exemple, et que le créancier s'amuse à poursuivre la caution pourrait parfaitement faire état de la disparition de l'engagement principal. Et donc, distinguez bien cette situation de celle dans laquelle l'engagement existe, bel et bien, et où le créancier poursuit la caution, celle-ci se défendant en invoquant le dol dont aurait été victime le débiteur principal. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez que dans le premier cas, il y a bien un juge qui a prononcé la nullité de l'engagement principal et simplement la caution, elle, se prévaut de ce fait juridique qui est la disparition de l'engagement principal, et l'hypothèse qui était celle de 2007, autrement dit, le débiteur principal n'avait pas du tout invoqué, lui, le dol, et la caution, lorsqu'elle est poursuivie, fait état d'un dol dont aurait été victime le débiteur principal, ce à quoi la Cour de cassation répond. Vous ne pouvez pas le faire, car c'est en toute hypothèse une exception purement personnelle à ce débiteur. Voilà. Donc c'est simplement pour faire un point là-dessus, pour que ce soit bien clair pour vous. Donc la validité de l'engagement du débiteur principal, c'était le bulletin. Et vous voyez, juste pour vraiment enfoncer le clou, je sais que les années précédentes, ça a pu susciter des questionnements. Vous voyez, si le débiteur principal avait d'ores et déjà obtenu la nullité de son engagement, la caution pourrait parfaitement s'en prévaloir en invoquant uniquement l'article 2289 du Code civil qui veut que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Et donc, si la caution avait été poursuivie,
de l'engagement du débiteur principal. Alors, là encore, si on part des choses simples pour aller vers des choses un peu plus compliquées, l'engagement de la caution étant l'accessoire de celui du débiteur principal, il ne peut subsister si l'engagement principal disparaît. Et la caution peut donc, en principe, invoquer tous les modes d'extinction de la dette du débiteur principal pour refuser de s'exécuter. Alors bien sûr, à quoi pense-t-on? On pense au paiement, c'est-à-dire à l'exécution volontaire de l'obligation. Voilà la caution qui est poursuivie. Elle peut parfaitement se défendre et échapper à son engagement si elle démontre que le débiteur principal a bien payé la dette et que par conséquent, la dette est éteinte. Mais la caution pourrait aussi invoquer la prescription extinctive. Là, attention, au regard de la jurisprudence, la prescription extinctive du droit commun, parce que pour les délais de prescription spéciaux, la Cour de cassation semble nous dire qu'il relève des exceptions, de la catégorie des exceptions purement personnelles au débiteur principal. Mais la caution pourrait également invoquer la compensation de la dette du débiteur principal avec une dette du créancier à l'égard de ce dernier. Donc vous voyez, tous ces moyens-là de défense sont importants, puisque par eux, la caution va faire état, va démontrer que la dette principale, qui existait bien à l'origine, qui était bien valable, est éteinte, et que donc cette extinction conduit à sa libération. Il faut remarquer une chose, c'est que cette invocation, donc de l'extinction de l'engagement du débiteur principal, cette invocation, elle peut être faite par la caution aussi bien avant de s'exécuter, et c'est un moyen de défense, là vous comprenez, c'est pour refuser de payer le créancier, mais la jurisprudence admet parfaitement que la caution puisse faire état de l'extinction de l'engagement du débiteur principal après avoir exécuté son engagement. C'est un arrêt assez ancien qui le dit, c'est un arrêt du 28 octobre 1981, et cet arrêt, cette décision, a impliqué une caution après avoir payé le créancier d'une partie de ce qui lui était dû par le débiteur principal. Elle a admis cette décision que la caution puisse invoquer le fait qu'ultérieurement, le créancier avait renoncé à sa créance à l'encontre du débiteur principal. Alors vous allez me dire comment tout ça va se solder. Ça va se solder assez simplement. La caution va pouvoir obtenir remboursement de ce qu'elle a versé au créancier. Donc vous voyez, si on dit les choses simplement, cette extinction de la dette principale peut être invoquée comme moyen de défense pour fonder un refus payé, mais cette extinction de l'engagement du débiteur principal peut aussi être invoquée après paiement, ce qui fondera un recours en remboursement de la caution qui pourra demander restitution des sommes au créancier. On remarque aussi, s'agissant du régime applicable à l'ordre, cette invocation peut être faite aussi bien lorsque l'extinction de la dette du débiteur principal est totale que lorsqu'elle est partielle. Alors, c'est affirmé ici, avant la réforme du droit des contrats, c'était l'ancien article 1285
Alors, on va y revenir, enfin, le texte, hein, vous ne le prenez pas, mais si je vous le lis, cet article de 1350 du Code civil, tiré 2 plutôt, il énonce que la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. Vous voyez, c'est la formule qui est employée ici. Et bien sûr, on comprend que cette libération intervient à due proportion de la remise de dette. Alors simplement, là il y a une subtilité sur laquelle je voudrais insister immédiatement. Sur la remise de dette, justement, attention, le texte ne s'applique, mais nous allons y revenir un peu plus loin, qu'aux seules remises de dette accordées volontairement par le créancier, et non aux réductions de dette subies par celui-ci, notamment dans le cadre d'une procédure collective. Cela étant, dernière remarque sur ce point, la règle de l'accessoire en matière de remise ne joue qu'à sens unique. Autrement dit, attention, le texte dit bien à l'inverse, et c'est là toujours l'article 350-2 alinéa 2 cette fois. Alors écoutez simplement, hein, la remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal. D'accord ? Et ce même alinéa 2 précise ensuite, mais nous retrouverons cette question encore un peu plus tard, que la remise consentie à une caution solidaire libère les autres cautions à concurrence de sa part. Donc, vous voyez ce que ça signifie, c'est qu'en gros, pour résumer, si je suis créancier et que j'accorde une remise de dette au débiteur principal, cette remise de dette-là va profiter en principe à la caution, si on est dans un mécanisme, si on est en droit commun, bon, première chose. En revanche, si j'accorde une remise de dette à la caution, ça ne profite pas au débiteur principal. Mais, dernière chose, si j'accorde cette remise de dette à la caution, ça peut profiter aux autres cautions solidaires. Voilà la manière dont le législateur envisage les choses concernant les remises de dette. Alors attention, parce que là on rentre dans une subtilité, pour que ce principe de l'accessoire puisse jouer. Le principe de l'accessoire, s'agissant de l'extinction de l'engagement du débiteur principal. Il faut, pour que ce principe joue pleinement, que la substance même de la dette du débiteur principal ait bien été atteinte. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, et là on entre effectivement dans quelque chose d'un peu subtil, la jurisprudence fait parfois une distinction à ce propos. Et elle s'inspire ici du droit romain en considérant que la créance contre le débiteur principal comporte en réalité deux aspects. Ces deux aspects, vous les avez peut-être vus en droit des obligations. Vous savez, c'est une manière de concevoir le rapport d'obligation où l'on distingue le débitum de l'obligation. Alors, sous ces termes compliqués, qu'est-ce que ça signifie ? Pour essayer de faire simple, le débitum, c'est la substance même de la dette. On parle aussi, puisque les Allemands raisonnent ainsi, du Schuld. Et ce débitum se distingue de l'obligation
intéressant mais un peu complexe, c'est que la Cour de cassation se saisit de cette distinction-là pour fonder certaines distinctions en matière de cautionnement. Et plus exactement, la Cour de cassation admet, dans certains arrêts, que si l'engagement de la caution est bien accessoire au débitum, c'est-à-dire à la substance de la dette du débiteur principal, en revanche, le droit de poursuivre la caution et le droit de poursuivre le débiteur principal sont indépendants l'un de l'autre. Alors, si l'on suit cette analyse, à quel résultat concret aboutit-on? Eh bien, on va dire que des événements qui n'affectent que l'obligation du débiteur principal, c'est-à-dire tout ce qui relève du pouvoir de contrainte, des événements qui n'affectent que l'obligation du débiteur principal, ne peuvent pas être invoqués par la caution. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a des exemples concrets en droit positif? Oui, il y en a. L'illustration qui, à mon sens, est la plus parlante, c'est l'hypothèse des délais de grâce. Les délais de grâce accordés par le juge au débiteur en vertu aujourd'hui de l'article 1343.5 du Code civil ne profitent pas en principe à la caution. L'idée ici, c'est que, vous voyez, ces délais de grâce, ils concernent exclusivement le pouvoir de contrainte et pas la substance de la dette. Alors, faites attention parce que c'est une règle qui elle-même souffre d'un certain nombre d'exceptions, et notamment en droit des procédures collectives. Je vous donne un exemple, c'est l'article L 611-10-2, L 611-10-2 du Code de commerce, article qui concerne une procédure particulière, une procédure préventive, qui est la conciliation. Et dans ce domaine-là, on considère que les délais de grâce qui pourraient être accordés dans ce contexte-là par un juge, eh bien ces délais de grâce-là, ils profitent à la caution. Alors vous allez me dire sans doute, mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué? En réalité, pas tant que ça, puisque il faut partir de l'idée que ces délais de grâce, de manière générale, ne peuvent pas être invoqués par la caution. Et là, simplement, il y a des exceptions, mais des exceptions qui se comprennent parce qu'elles relèvent de la volonté du législateur. Là, c'est le législateur qui vous dit que la caution peut se prévaloir de ces délais. Et en réalité, on comprend pourquoi dans ce contexte. Je vous le dis en 30 secondes. C'est parce que dans cette situation préventive, dans ce cas de figure-là, on ne veut pas que le créancier aille poursuivre la caution, parce que s'il poursuit la caution et qu'elle paye, elle va se retourner contre le débiteur principal. Et si elle se retourne contre le débiteur principal pour lui demander remboursement, le plan que l'on est en train de mettre au point pour finalement soulager le débiteur principal, ce plan-là ne va pas pouvoir être conçu
Mais la caution, elle, va le faire par une demande en remboursement. Donc finalement, ça porte atteinte à la philosophie de cette procédure préventive. Voilà. Donc, mais au-delà même de cette explication que je vous lis pour pas que ce soit abstrait, vous voyez, de toute façon, c'est le législateur qui va vous dire, dans ce cas de figure-là, que la caution peut se prévaloir dans ces délinquances. Donc, on suit ce que dit le législateur. Alors donc, illustration de cette distinction obligation d'étude, de la même manière, on raisonne aussi de cette façon-là pour les délais judiciaires, mais aussi pour les moratoires légaux. On part toujours de l'idée, souvenez-vous, que pour les moratoires légaux, ils ne peuvent pas être invoqués par la caution, sauf si le législateur nous le dit. Et certains textes, notamment du droit des procédures collectives, le prévoient, mais pas tous. Donc voilà des illustrations dans lesquelles on opère une distinction entre substance de la dette et droit de poursuite. Pour vous donner un dernier exemple, il y a un arrêt dont vous allez discuter en TT, un arrêt qui a là encore qui s'est attiré les foudres de la doctrine, parce que cette distinction obligation débitur, elle a été reprise par un arrêt de la Chambre commerciale en date du 22 mai 2007. Et dans cet arrêt, que s'est-il passé? Eh bien, vous avez un financier qui avait renoncé à agir contre le débiteur principal, tout en se réservant le droit d'agir contre la caution. Ce qui devait arriver arriva, le débiteur, le créancier demande quand même paiement à la caution. La caution avait voulu se prévaloir de cette renonciation au motif que, selon elle ne pouvait pas être tenue plus sévèrement que le débiteur principal. La Cour d'appel donne raison à la caution, mais la Cour de cassation casse cet arrêt en considérant, et c'est assez intéressant, que la renonciation au droit d'agir ne concernait que le droit de poursuivre le débiteur principal. Donc, entre eux, vous voyez ce que ça veut dire, ça ne concerne que l'obligation, et n'entraînait pas l'extinction de l'obligation du débiteur principal, autrement dit, le débiteur. Moyennant quoi, le débiteur n'est pas atteint, et donc la Cour de cassation dit que le créancier pouvait valablement poursuivre la caution. Vous voyez que c'est assez subtil, et certains pourraient dire que c'est aussi un peu unique. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris que ici, si d'aventure le créancier avait déchargé la caution avait déchargé le débiteur principal par une remise de dette conventionnelle, la caution aurait été libérée. Là, ce qu'il dit, c'est je renonce à mon droit de poursuivre le débiteur principal. Donc, il s'interdit de poursuivre le débiteur principal, quoique la dette existe à toujours. Et dans ce cas, on vient de dire que la caution, ici, ne peut pas invoquer cette renonciation. Vous voyez que c'est une distinction qui est très très subtile et peut-être trop subtile d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, c'est un arrêt qui est important. Et donc, si je conclue sur ce point, nous venons de voir que ici, la caution peut invoquer l'inexistence ou l'extinction de la substance de la dette garantie.
Nous allons voir maintenant que la caution peut également se prévaloir des évolutions du régime de la dette du débiteur principal. Le régime de la dette du débiteur principal, donc, ce sera le bon. Le texte essentiel ici, c'est l'article 2290.1, enfin alinéa 1, pardon, du Code civil. Écoutez simplement, cet article dit le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté à des conditions plus onéreuses. La réforme ici reprend une formule peut-être un peu plus travaillée, un peu plus parlante. Je vous la lis simplement, ne le prenez pas. Peut-être plus précis, je vais dire. Article 2987, donc ça commence de la même manière. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Le texte rajoute simplement sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Donc c'est simplement une précision, mais très concrètement, ça ne change rien. Et l'alinéa 2 du nouveau texte ne change rien non plus. Il apporte simplement une précision, mais sur il énonce une règle dont personne ne doutait. Le texte dit peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses, ce que chacun s'accordait à considérer déjà dès aujourd'hui. Alors, si on en revient au régime de la dette, ce que veulent dire les articles 2290 alinéa 1 et ce nouveau texte, c'est que, en principe, toutes les modalités affectant l'obligation principale s'appliquent également à l'engagement de la caution. Quelques exemples ici. La caution ne peut pas s'engager à payer, par exemple, des intérêts qui ne sont pas dus par le débiteur principal. Et si elle le faisait, eh bien, son cautionnement serait alors réduit à la mesure de l'obligation principale. Aujourd'hui, en application de l'article 2290 alinéa 3, et dans la version issue de la réforme, c'est exactement la même chose, sur le fondement de l'article 2287. Premier exemple. Deuxième exemple, s'agissant de la règle de l'imputation des paiements. Les règles d'imputation des paiements sont applicables à l'engagement du débiteur principal, concernent l'engagement du débiteur principal, sont opposables à la caution et par la caution. Et vous avez à ce sujet un arrêt qui est assez intéressant, un arrêt du 24 octobre 2019, qui vous dit que l'imputation des paiements effectués par le débiteur est opposable à la caution, y compris lorsque deux imputations se sont succédées dans le temps
sans que le garant en ait eu connaissance. Donc, vous voyez, ça renvoie à une idée que l'on comprend sur le plan juridique, ce qui est le caractère objectif de ces règles relatives à l'imputation des paiements. Alors bien sûr, la réserve ici, ce serait la fraude, ce que ne dit pas l'arrêt, mais ce que chacun comprend sans. Troisième illustration que l'on peut donner, et ça c'est une évidence, la caution ne peut pas être poursuivie avant le terme de la dette du débiteur principal. On comprend pourquoi il faut que la dette principale soit exigible pour que l'engagement de la caution le soit également. Il faut noter ici le cas particulier qui est traité aussi bien par le droit positif que par la réforme. Et finalement, on est dans des solutions voisines, même si l'expression solution est un peu différente. Cas particulier lorsque le créancier accorde une prorogation du terme au débiteur principal. D'accord ? Prorogation du terme, vous connaissez ce mécanisme. Dans ce cas, le code offre à la caution une option. Soit elle invoque l'application de l'article 2290 et, dans ce cas-là, elle peut légitimement profiter de ce délai. Soit, et ça peut être un choix aussi conscient et qui l'avantage, elle peut ne pas vouloir être tenue plus longtemps dans les termes de l'engagement. Dans ce cas, elle ne veut pas être tenue plus longtemps que ce qui avait été prévu initialement dans le contrat. Pourquoi ? Parce que, c'est tout à fait légitime aussi, elle craint le risque d'insolvabilité du débiteur principal. Eh bien, dans ce cas, elle peut immédiatement, en application de l'article 2316 du Code civil, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. Une remarque importante ici doit être faite à propos d'une distinction qui est absolument essentielle en droit des contrats, mais qui a une influence directe sur notre matière, la distinction entre la simple prorogation du terme et la tacite reconduction du contrat. Attention, tacite reconduction que l'on rencontre assez souvent dans le contrat de bail. La prorogation, vous vous en souvenez, et aujourd'hui elle est visée par le Code civil à l'article 1213, la prorogation du contrat vise simplement à prolonger le même contrat en substituant au terme initialement prévu une date ultérieure. Bon, si on le dit simplement, c'est le même contrat qui continue. En revanche, faites attention, la tacite reconduction fait naître
juridiquement un nouveau contrat qui est distinct du contrat initial, même si il en reprend exactement les termes. C'est ce que nous dit au demeurant l'article 1215 du Code civil. Ça, c'est du droit assez classique des contrats. J'attire votre attention aussi sur le fait que cette question-là, sur la prorogation ou la test-reconduction, est toujours très importante à cibler lorsque vous avez justement des nouvelles réformes avec des questions qui touchent l'application de la loi dans le temps à certains contrats. Parce que vous voyez un contrat qui existe et qui est prorogé, si une loi intervient, j'allais dire, postérieurement à la prorogation, ça ne change rien, le contrat reste soumis au droit antérieur. En revanche, attention, si vous avez un contrat qui est en cours d'exécution au moment où une nouvelle réforme intervient, et qu'il y a une tacite reconduction de ce contrat, on va considérer juridiquement qu'un contrat nouveau est né, et donc vous allez lui appliquer la réforme, puisque on va considérer que ce contrat est né juridiquement après l'entrée en vigueur de la réforme en question, peu important que ce contrat reprenne exactement dans son contenu l'ancien. Donc voilà, faites attention à cela. Alors, si j'en reviens à mon propos, dans notre cas de figure avec le questionnement, puisque ici on a un contrat, c'est une test de reconduction, si on a un contrat qui est nouveau, son exécution, sauf clause contraire, n'est pas garantie par l'engagement initial de caution. Ceci d'ailleurs, en matière de bail, est affirmé par l'article 1704. Alors cela étant, faites attention, il y a une exception à ce principe dans la loi du 6 juillet 1989 sur les nouvelles habitations, c'est l'article 22-. Que peut-on dire en conclusion de tout ceci? Nous venons de voir dans ce premier paragraphe que, par principe, du fait ou en raison du caractère accessoire du questionnement, tout ce qui s'applique à l'engagement du débiteur principal a vocation à s'appliquer également à l'engagement de la caution. Tel est le principe. Mais, voyez, chemin faisant, en exposant ce principe, vous avez vu qu'il existait un certain nombre d'exceptions et que ce principe n'était pas appliqué de manière mécanique. Je voudrais poursuivre cette réflexion en revenant maintenant, ou en essayant de mettre en exergue les raisons pour lesquelles il y a des tempéraments à ce principe de subordination. C'est l'objet du second paragraphe, les tempéraments au principe donc de la subordination, de l'engagement, de la caution. Ces tempéraments, ils s'expliquent notamment parce que on va prendre en considération la finalité du questionnement.
s'explique aussi ces tempéraments en raison de la liberté contractuelle dont peuvent faire usage les parties. Et puis, ces tempéraments, ils s'expliquent enfin par la prééminence de la volonté du législateur qui, dans un certain nombre de cas, décide qu'il est opportun ou de bonne politique juridique d'écarter ce principe de subordination. Première raison de l'existence de ces tempéraments à ce principe, c'est la prise en compte de la finalité du cautionnement. Alors, deux points dans ce grand A. L'affirmation, d'abord, de la prise en compte de la finalité du cautionnement, et puis le correctif qui est apporté par la prise en considération, la prise en compte des recours de la caution. Première remarque, première question un peu générale, pourquoi est-il nécessaire de prendre en compte la finalité du cautionnement? C'est un point qui est, qui peut apparaître un peu complexe, mais qui est très important pour bien comprendre le fonctionnement, en tout cas le régime de ce contrat. Il ne fait pas douter, vous avez, on a vu des illustrations, que c'est la volonté des parties au contrat de cautionnement qui crée le lien d'accessoire à principal qui existe entre l'engagement de la caution et la dette du débiteur principal. C'est-à-dire que c'est évident, tout part de l'expression de la volonté des parties. Partant, l'on peut facilement admettre que c'est aussi cette même volonté qui doit déterminer la force de ce lien et son domaine d'application. Et justement, à ce sujet, il faut garder à l'esprit une chose, c'est que la caution s'engage ici pour pallier la défaillance éventuelle du débiteur principal. Donc, cette perspective est une part essentielle de son engagement et donc également de la délimitation du caractère accessoire de son engagement caution. Et vous voyez, ce point est important, et c'est la raison pour laquelle je voudrais insister sur celui-ci. En conséquence, s'il est vrai qu'en principe, l'obligation de la caution doit être délimitée par référence à l'engagement du débiteur principal et évoluer en fonction de l'évolution de cet engagement, il est vrai également que la caution ne doit pas pouvoir se prévaloir des évolutions de cet engagement qui ne sont que la conséquence de la défaillance du débiteur principal. Je le dis autrement et peut-être plus simplement, l'idée est ici que si la caution garantit le créancier contre cette défaillance, la cohérence juridique veut qu'elle ne puisse pas se prévaloir de ce qui est
essayer d'échapper à son engagement de caution. Et donc, dans ce sens, la caution ne devrait pas pouvoir opposer au créancier des événements que ce même créancier subit parce que son débiteur principal est défaillant. Et cette règle, on le verra la prochaine fois, est souvent appliquée par le législateur, ou la jurisprudence. Mais évidemment, cela ouvre d'autres questionnements que je propose d'étudier la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine.